Salut à tous, Grégos le micro-papillon. Nous sommes en direct avec Jacob Cohen, écrivain, ancien maître assistant à la faculté de droit de Casablanca et politiquement engagé pour une Palestine libre et unie. Jacob, bonsoir. Bonsoir. Alors on est au surlendemain d'une manifestation contre l'annexion de certains territoires palestiniens, manifestation qui a eu lieu samedi à Paris. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce conflit qui dure depuis maintenant 70 ans. Comment tout ça commence? On entend plusieurs choses et c'est difficile de trouver le bon axe. On entend dire que l'État d'Israël est un projet biblique ou encore qu'Israël a été créé en réaction au génocide de la Seconde Guerre mondiale. D'autres parlent de projet colonial assumé à l'époque au congrès de Bâle en 1897. Oui. Qu'en est-il exactement? Alors, il y a deux manières d'approcher la vision d'un État sioniste. Il y a la vision religieuse, mystique, messianique, qui a toujours existé dans les communautés juives de la diaspora. Moi, je me souviens au Maroc, des gens disaient, oui, l'année prochaine à Jérusalem, ils rêvaient d'une façon mythique d'un pays mythique, mais ça restait à ce niveau-là. Ça veut dire que tous les congrès de Bâle, toutes les réunions d'intellectuels ou de kabbalistes n'auraient rien changé s'il n'y avait pas eu un élément déterminant qui est arrivé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme l'explique Shlomo Sant. D'une part, le développement de l'idée d'un nationalisme juif qui ressemblerait aux autres nationalismes, et d'autre part, et surtout, l'existence de quelques dizaines de milliers de militants russes et polonais qui ont voulu, c'est-à-dire qui étaient séduits par le communisme, par la révolution communiste et par le bolchevisme, et qui, au lieu d'aller aux États-Unis, comme ont fait 2 millions de juifs russes et polonais, ou au lieu d'intégrer l'armée rouge, ont préféré aller en Palestine, créer un homme nouveau, ça veut dire un juif nouveau, mais pétri de cette idéologie communiste révolutionnaire. Et sans l'existence de cette armée de pionniers, comme il se faisait appeler, de quelques dizaines de milliers de personnes, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Ça veut dire que l'action d'un Herzl, d'un congrès, etc., elle serait restée tout à fait théorique. Il a fallu que quelques dizaines de milliers de gens capables, moi je les appelle, c'est une sorte d'armée rouge trotskiste, mais à la manière juive, avec une idéologie sioniste. D'accord, oui, pour bien comprendre, on est bien dans une idéologie sioniste. Tout à fait. D'accord. Oui, c'est-à-dire, il faut savoir que ces gens voulaient, au départ, ils n'avaient absolument aucun lien avec Israël, avec l'histoire juive. Ils avaient besoin d'un territoire pour appliquer leur idée de transformer le juif, le sortir de la diaspora, où il faisait du commerce, de l'usure, etc., de l'intellectualisme, et lui donner une base paysanne, ouvrière, militante. Vous savez que pendant un moment, on avait fait miroiter aux Juifs la possibilité d'avoir un État en Ouganda ou dans le Birobidjan. Le Birobidjan étant un territoire en Russie. Et c'est seulement au congrès de Bâle qu'on a dit non, non, s'il faut créer un État juif, il faut que ce soit en Palestine. Donc, le lien avec l'histoire juive était très ténu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement du messianisme, des religieux, etc., de l'idée d'un messie du troisième temple, on a l'impression que c'était un projet d'un type messianique dès le départ. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas ça du tout. D'ailleurs, dans le mouvement sioniste, c'était des athées.
ils étaient pétris de marxisme-léninisme, de la dialectique marxiste. Ils étaient totalement athées. Ils détestaient, ils avaient une horreur des juifs de la diaspora. Ils avaient en horreur ces juifs qui se livraient au commerce, à l'intellectualisme, etc. Donc il a fallu qu'il y ait cette force qui est partie là-bas, fait des dizaines de milliers, quelques dizaines de milliers de jeunes, qui sont installés dans des kibbutzim, qui ont fondé des villes nouvelles. Ça, c'est le commencement. Hein. Voilà, c'est-à-dire au début, 1900, 1910, 1920, 1930. Et s'il n'y avait pas eu cette force-là, il n'y aurait pas pu y avoir de partage de la Palestine. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que l'Angleterre, même si elle a promis un foyer national juif, elle n'aurait pas tenu sa promesse si les Juifs n'avaient pas pu constituer une force militaire et économique. C'est ça qui a obligé l'Angleterre à procéder au partage. Ce n'est pas du tout par amour pour les Juifs, pour leur foyer national. Ils n'en avaient rien à fiche, les Anglais. Au contraire, à un moment donné, vous savez qu'en 1945, l'idée d'un partage de la Palestine, l'idée de créer un État juif pour les Anglais, c'était très difficile à admettre, parce qu'ils voyaient les problèmes que ça allait leur causer avec les pays arabes. Il y a eu un terrorisme juif de 1945 à 1947 qui a fait que l'Angleterre s'est sentie obligée de procéder au partage, de défendre le plan de partage. Il faut voir ce que fut le terrorisme juif de l'époque. Ils ont fait sauter le King David avec une centaine de morts dans l'état-major britannique. Donc, c'est pas de gaieté de cœur que les Anglais, on connaît le cynisme des Britanniques. Donc, ils ont été forcés à accepter le partage. Donc, le sionisme n'a pu réussir. Il n'a pas réussi par l'idéologie ou par les congrès ou par tout ce qu'on peut imaginer de désirs comme théoriques ou politiques ou d'écrits. Non, le sionisme a réussi parce qu'il y avait une colonne vertébrale armée qui s'est imposée en Palestine et des gens capables de tout. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire, ils sont arrivés même à assassiner des Juifs. Par exemple, en 1924, il y avait un notable juif de Jérusalem qui était installé depuis des lustres en Jérusalem. Et il était en train de monter une délégation pour aller à Londres et expliquer aux Anglais qu'on fait fausse route en voulant créer un foyer national juif. Parce qu'on a affaire à des sionistes qui ne veulent pas vivre en paix en Palestine avec les Arabes. Ils veulent se séparer. Ils veulent créer un État qui n'a rien à voir avec les Arabes. Donc il y a un danger de conflit postérieur. Eh bien, ce juif-là, avant d'aller à Londres, il a été assassiné par les sionistes, parce qu'il représentait un danger. Les sionistes étaient organisés comme une mafia. Donc, dès le départ, pour eux, il n'était pas question de s'installer en Palestine et de vivre en paix. C'est pas ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient à créer un État, certes, communiste, avec un nouveau juif, mais un juif qui ne soit pas... C'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons, ethniques. Je ne sais pas si on voit la distinction. Parce qu'il n'était absolument pas religieux. Vous imaginez un Trotsky... C'est plus une idéologie finalement politique. Voilà, politique. C'était des gens pétris de marxisme. Moi, par exemple, j'étais dans un mouvement sioniste au Maroc, à 16 ans. Parce qu'il faut bien rappeler, vous êtes juif marocain. Oui, je suis juif marocain. Et donc, j'ai intégré un mouvement de jeunesse juif. Mais c'est là où j'ai appris l'international. La première fois que j'ai appris l'international,
c'était dans un mouvement sioniste au Maroc, en hébreu. J'ai appris la lutte des classes dans ce mouvement sioniste. J'ai appris la dialectique hegélienne et marxiste dans un mouvement sioniste. Donc, il faut comprendre que ces gens-là étaient totalement athées. Et ils étaient pétris d'idéologie marxiste. Et donc, ils ont voulu, évidemment, et pour eux, il n'était pas question de s'allier avec des Arabes, parce qu'ils voulaient refonder un autre judaïsme, un homme nouveau juif. Vous savez, il y a une image qu'on dit souvent, c'est la question de la pyramide. C'est un grand théoricien du sionisme marxiste qui avait donné cette image. Tous les pays sont constitués en pyramide, c'est-à-dire à la base il y a les paysans, la plus grande masse, puis les ouvriers, et puis les professions libérales, les intellectuels. Et il disait que les juifs, c'est le contraire, c'est une pyramide avec le sommet en bas. C'est-à-dire il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de soldats, mais il n'y a que des intellectuels. Et donc il voulait inverser la pyramide. Voilà. Donc au départ, le projet sioniste, c'était ce projet-là de construire. Bon, c'est tombé malheureusement sur la Palestine. Les Arabes ils pensaient que comme ils ne pouvaient pas le faire avec des Arabes, ils ne voulaient pas le faire avec des Arabes. C'est ça la contradiction, si on veut. C'est-à-dire, en même temps, c'était un mouvement athée, mais il fallait leur donner, ce mouvement athée, il fallait lui redonner une justification, même si elle était fausse. Donc, on a eu recours à la Bible. C'est-à-dire une Bible déjudaïsée, une Bible dont on a enlevé le caractère mystique et religieux. Mais il fallait lui donner un élément historique. Voilà. Mais c'était juste pour chercher à raccrocher ce mouvement sioniste, encore une fois ce mouvement sioniste qui aurait pu aller faire ses travaux ailleurs qu'en Palestine. Mais ça s'est décidé en Palestine. Et les Arabes devenaient des gêneurs. Donc des gens qu'il fallait chasser un jour ou l'autre. L'idée de chasser les Arabes a germé déjà dès les années 30 dans l'esprit de Ben Gurion, le leader. C'est-à-dire pour eux, on ne pouvait pas construire cet État juif nouveau sans avoir chassé les Arabes. Donc pour eux, c'était déjà inscrit. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est que pour les sionistes, la coexistence avec les Arabes ne peut pas se faire. Les Arabes sont des empêcheurs de tourner en rond, de vivre d'atteindre leur idéal, et donc il fallait les expulser. Et les autres Arabes, c'est cette mentalité qui fait que moi je dis aux Arabes, aux Palestiniens, il faut comprendre une chose, les sionistes ne peuvent pas vivre en paix avec vous. Ils méprisent les Arabes, ils les détestent, et ils pensent que ce sont des gens qui ne peuvent pas leur permettre de vivre dans leur État. Et donc ils feront tout pour pas les exterminer, parce que bon, ils ont quand même des idéaux humanistes, entre guillemets, mais ils les ont quand même chassés à 95%. Et non seulement ils les ont chassés, mais c'est que les sionistes, une fois les Palestiniens chassés de leur terre, ils ont tout rasé. C'est la première fois qu'un conquérant rase tout ce qui appartenait au peuple conquis. Mais ils ont rasé des fermes, des jardins, des forêts, tout ce qui pouvait rappeler la Palestine arabe, ils l'ont rasé. Il ne fallait pas laisser trop de traces de voilà, il fallait que ce soit un pays nouveau. Quand des gens arrivent en Israël, la première chose qu'ils voient, c'est « Oh là là, tout ce que vous avez fait dans ce pays », ils ont l'impression que ce pays, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de moulin pour à blé, pour faire de l'huile, enfin des fours, il n'y avait rien. Voilà. Et donc le sionisme, si vous voulez, et ça donne cette origine-là du sionisme, violent, exclusif,
ça donne ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une idéologie d'abord qui ne peut pas admettre, et c'est ça l'erreur des Palestiniens, en tout cas de Yasser Arafat en 1993. Excuse-moi de te couper, Jacob. Oui, je t'en prie. Parce que tu en parles beaucoup, on en parle beaucoup. J'aimerais bien revenir quand même, avant de passer à autre chose sur cette question-là, c'est parce que c'est souvent très mal défini. Le sionisme, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Voilà, ça sera le concept un petit peu de l'interview de ce soir. C'est qui, c'est quoi, c'est comment, pour essayer de bien comprendre. C'est un sujet qui est assez complexe, donc il faut essayer de bien comprendre toutes les choses. Le sionisme, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Voilà. Au départ, c'est un groupe de Russes et de Polonais qui sont séduits par l'idéologie communiste, marxiste, d'accord? Bien. Seulement, ils se sont divisés en deux groupes. Il y avait beaucoup de révolutionnaires juifs dans les partis communistes, avec Lénine et tout. Mais eux, ils ont réglé le problème de l'antisémitisme en pensant faire la révolution. D'accord? Mais il y a une partie qui s'est dit, nous, on préfère aller ailleurs et faire ça, et construire ex nihilo, comme on dit. Ça veut dire de rien. D'accord? Refaire une société égalitaire, juive, mais révolutionnaire, communiste, mais ailleurs. Ce n'est pas possible de la faire ici. Ça, c'est qui? D'accord? Comment, en allant... vous m'avez dit qui? Non, je parlais par rapport au sionisme. Ah, d'accord. C'est qui, c'est quoi, c'est comment? C'est quoi? Donc, voilà. Donc, c'est aller dans un territoire. Voilà, ils étaient, comment dire, ils avaient cette idée en tête. C'est quelques dizaines de milliers de personnes, hein, c'est pas plus que ça. Ils se sont dit, nous voulons refaire nous pensons que nous n'aurons jamais la paix dans une société quelle qu'elle soit. Donc, le peuple juif a des problèmes. Il est constitué d'intellectuels. Nous voulons changer la donne. Nous voulons faire du peuple juif un peuple de la classe ouvrière, la classe paysanne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont construit des kibbutzim, etc. Donc, et où on va le faire? On va le faire en Palestine. Bon, comme je... Oui. Si je peux t'interrompre, au départ de cette idéologie, c'est quand même c'est une idée ultra minoritaire chez les juifs dès le départ. Enfin... Ultra minoritaire. Je vais te donner une idée. Lorsque, il y avait de l'antisémitisme en Russie, en Pologne, d'accord? Très bien. Pendant que quelques dizaines de milliers de juifs allaient en Palestine, il y a eu plus de 2 millions qui sont allés aux États-Unis. C'est juste pour vous donner une idée que les gens préféraient, les juifs qui étaient persécutés, qui cherchaient un avenir meilleur, ils préféraient aller de très très loin aux États-Unis plutôt que ce rêve mythique du sionisme en Palestine. Donc il y a eu quelques dizaines de milliers, d'accord? Bien. Et même, il n'y a que les juifs de Russie et de Pologne qui sont allés, parce que sinon, les juifs français en France, en Angleterre, partout, n'ont pas bougé. Le sionisme dans les années 20 et 30, mais ça n'intéressait personne en Europe. Ça n'intéressait personne. Ça pouvait les intéresser intellectuellement parlant, mais il n'y a pas eu quasiment pas de mouvement. Il y a eu des juifs allemands qui sont partis parce que pour des raisons évidentes, mais sinon, les juifs qui partaient en Palestine, à part cette bande d'illuminés dont j'ai parlé, personne ne voulait y aller. Ça paraissait totalement absurde. Et même après la création de l'État d'Israël, les Juifs qui étaient bien dans leur pays n'ont pas bougé. Où Israël est allé chercher des Juifs pour peupler l'État? Dans les pays arabes, en Afrique et en Union soviétique. Alors justement, ça c'est une question intéressante. Là où ils pouvaient
arnaquer les Juifs. Parce qu'on nous dit souvent que les Juifs étaient persécutés justement dans ces pays arabes, Oui. qu'ils ont fui ces pays arabes. Alors, on est allé les chercher ou ils ont fui ces pays? Bon, je vais parler du Maroc, mais en fait, c'est à peu près pareil. Bon. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que, bon, c'était ces pays arabes qui sortaient du colonialisme. On ne pouvait pas dire que c'était des États de droit où les minorités étaient respectées. Parce que de toutes les façons, même la population locale n'était pas... il n'y avait pas d'État de droit. Voilà. Donc, il est vrai que les Juifs dans les pays arabes n'avaient pas du tout envie d'aller en Palestine, en Israël. Moi, je l'ai vécu au Maroc. Vous savez, le Mossad, de 1948 à 1961, a fait des efforts terribles pour faire partir les Juifs du Maroc. Ils n'ont pas réussi. Enfin, ils ont réussi à faire partir quelques milliers, en leur tournant la tête, en les arnaquant, en leur faisant de fausses promesses, etc. Il a fallu, pour faire partir les Juifs du Maroc, pour créer cette panique chez les Juifs marocains. C'est ça le Mossad de 48 à 61 a essayé... Mossad, c'est important. Pardon aussi. Le Mossad, c'est pareil, on en reparlera pour bien comprendre pour les gens. A essayé de créer un mouvement de panique chez les Juifs. Bon. Et en 61, ils ont fait couler un bateau avec des Juifs qui partaient clandestinement en Israël. C'était monté de toutes pièces par le Mossad. Et donc Hassan II, enfin, c'est une longue histoire, qui voulait avoir de bonnes relations avec l'Amérique, etc., a ouvert les portes et il y a eu un mouvement de panique. Mais pour vous dire une chose, la moitié des Juifs marocains, s'ils sont partis en Israël en étant arnaqués, l'autre moitié est partie où? Au Canada, en France, en Espagne. Les Juifs qui vivent bien quelque part n'ont absolument pas envie d'aller en Israël. Le rêve sioniste ne les touche pas. Même s'ils peuvent avoir de la sympathie pour Israël. Mais ils n'ont pas envie d'y vivre. Oui, on parle plutôt du rêve américain. Voilà. Donc, en fait, le sionisme n'a réussi, oui, à attirer que des catégories de population sur lesquelles, par exemple au Yémen, les Juifs du Yémen n'ont rien demandé. Israël a envoyé des avions et ils ont dit aux Juifs, montez dans les avions, le Messie est arrivé. Et dans les textes bibliques, on dit, je viendrai vous chercher dans des oiseaux pour vous emmener dans la Terre Sainte. Mais ils n'avaient rien demandé, ces gens-là. Ils n'avaient rien demandé, mais on les a emmenés. Voilà, donc en fait, le sionisme, c'était une arnaque monumentale. Et quel est le projet sioniste final? Alors, le projet sioniste final, il a évolué avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, certains prétendent que on a voulu construire le troisième temple, etc. Bon, mais en fait, au départ, c'était pas ça. Il a évolué. Pourquoi il a évolué? C'est-à-dire il faut savoir une chose. Moi, je connais un peu la société israélienne quand même. Jusqu'en 67, c'était une société totalement laïque. Il y avait peut-être 1 ou 2% de religieux. Mais c'était ridicule. Et en 67, ce qui est arrivé, c'est que la prise de la Cisjordanie a complètement changé la donne. C'est-à-dire que... 20 ans après, hein, Oui, 20 ans après. La conquête de la Cisjordanie a changé la donne. C'est-à-dire, le vrai Israël de la Bible, l'Israël de la Bible, c'est pas Tel Aviv, c'est pas Haïfa. Ce sont les villes qui sont en Cisjordanie. C'est Bethléem, c'est Hébron, c'est Shrem, Naplouse. Donc, il y a eu, évidemment pas sur le coup, mais très vite, il y a eu une espèce de vent messianique qui a commencé à saisir une partie de la société. Ils se sont dit, c'est un signe de Dieu qui nous a rendu nos vraies terres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé un mouvement de colonisation. Et de plus en plus de religieux, aujourd'hui, les religieux peuvent se compter jusqu'à 20% de la population.
parce qu'ils font des enfants par 10 et 14, chaque famille. Et en même temps, il y a eu, et donc aujourd'hui, le mouvement, et ce mouvement de conquête de la Cisjordanie, il a été le produit de religieux, c'est-à-dire des gens qui ont été pris d'une folie messianique. Et c'est en cela que le sionisme s'est transformé. C'est-à-dire si au départ c'était un État marxiste athée, aujourd'hui, de plus en plus, il se transforme en État messianique, orthodoxe, juif, mystique. C'est une évolution qui n'était pas inscrite dans les gènes du sionisme. Ben Gurion doit se retourner dans sa tombe s'il voyait d'Israël d'aujourd'hui. C'était pas ça du tout ce dont il rêvait. Mais l'histoire a fait que la conquête de la Cisjordanie, la conquête de la Cisjordanie a été faite pour des raisons stratégiques. Alors, comment c'est vécu à ce moment-là Oui. Par les Palestiniens? Sentaient-ils les choses arriver? Comment Bien est-ce que sûr, c'est perçu? les Palestiniens, dès les années 20, ils voyaient l'arrivée des sionistes avec une grande angoisse. Parce qu'ils se disaient, mon Dieu, enfin, ils voyaient cette force arriver. C'est-à-dire cette force dynamique. C'est un peu comme des indigènes qui vivaient tranquillement, etc., et qui voient arriver une force armée de conquête, une force armée occidentale, de type colonial, avec cette volonté de faire, de conquête, d'expansion, etc. Et ils voyaient que ces juifs-là ne voulaient pas s'intégrer dans la société. Ils créaient leurs propres écoles déjà. Ils vivaient séparément, ils créaient leurs syndicats. Et ils voyaient, et il y a eu des émeutes par exemple, en 1936, des émeutes des Palestiniens, des mouvements de grève. Et donc il y a tout un mouvement de tension qui s'est développé, et puis le plan de partage dont les Palestiniens ne voulaient pas. Et finalement, les Palestiniens ont été, les dindons de la farce, c'est-à-dire ils étaient faibles. Ils n'ont pas su s'organiser, ils n'ont pas pu s'armer, ils n'ont pas pu s'organiser militairement pour résister. C'était des gens tout à fait, c'est une société patriarcale, paysanne, commerçante, qui n'était pas du tout habituée à cette Genre de rapport. Oui, à cette force comme ça, armée, ce cynisme, ce machiavélisme. Et puis, ils se sont laissés déborder. Voilà. Et en plus, je veux dire, les sionistes leur ont montré qu'à partir de 1947, ils ont commencé des assassinats, par exemple comme Deir Yassin, où on a assassiné 250 Palestiniens, et c'était la panique chez les Palestiniens, je veux dire. Et puis les Palestiniens ont pensé, les pays arabes à l'époque leur ont dit, on va venir vous aider. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie, effectivement, qui ont envoyé quelques milliers de soldats. Ça, c'était les soutiens. Oui. Donc, beaucoup de Palestiniens se sont dit, on va juste quitter nos maisons, etc. Et ils pensaient revenir. La majorité d'entre eux, c'était ça pour eux. Ils n'ont jamais pensé que, sinon, ils seraient probablement restés, quitte à mourir sur place. Mais ils se sont dit, bon, on va peut-être partir pour quelques jours, et puis on va revenir, une fois que la situation... Même si Israël avait gagné, pour eux, c'était leur terre, c'était leur ferme. Ils pensaient pouvoir revenir. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, on leur a interdit de revenir. D'accord. Et là, à ce moment-là, on se situe où par rapport à la première intifada? D'ailleurs, l'intifada, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Bon, alors, d'abord, il y a eu, dès les années 60, bien avant l'intifada, c'est-à-dire bien avant la guerre de 67, il y a eu des Palestiniens, ce qu'on appelait les Fidaïm, qui venaient de Cisjordanie. À l'époque, la Cisjordanie était contrôlée par la Jordanie, qui venait d'Égypte, des Fidaïm.
et qui se battaient contre ce qu'ils appelaient l'occupant sioniste. Donc bien avant la guerre de 67. Et les représailles israéliennes étaient terribles aussi. Vous savez, en 1953, Sharon avait détruit tout un village, juste pour des représailles contre un attentat des Fedayeen. Donc, et puis il y a eu l'OLP qui a été créé dans les années 60. Donc il y avait, les Palestiniens ont créé des mouvements de résistance. Arrive la guerre de 67 où Israël conquiert le Sinaï et la Cisjordanie. Bien. Et à ce moment-là, il y a eu des mouvements qui étaient en Jordanie, des mouvements comme Septembre Noir, l'OLP, et qui ont été massacrés par les Jordaniens. Donc les Palestiniens ont toujours... Il y a eu les enlèvements, enfin les détournements d'avions, par exemple, l'attentat contre les athlètes israéliens de Munich, dans les Jeux olympiques de Munich, 1972. Donc il y a eu des actes de résistance, il y a eu des actes de violence. C'est pas... La première intifada n'est pas tombée comme ça, de rien. Donc, les Palestiniens de Cisjordanie voyaient la colonisation venir à partir de 67. La colonisation avançait, les terres qui étaient prises, etc., etc. Et donc, 80... persécutés déjà. Ils se sentaient déjà un peu persécutés. Voilà. Donc déjà, en 86-87, ils ont lancé la première intifada qui était contre la mainmise des sionistes sur leur territoire. Mais en Cisjordanie, pas... les Arabes israéliens, ils étaient déjà complètement... Comment dire? Ils étaient soumis, voilà. Ils n'avaient plus la force ni l'envie de résister ou de s'élever contre leur État. D'accord. Ouais, c'est vraiment un sujet c'est très complexe de comprendre ce conflit. Moi, je demande aussi ce que font du coup à ce moment-là les pays arabes alentours, enfin, qui sont à ce moment-là encore les soutiens forts à la Palestine. Alors, ça a évolué. C'est-à-dire que l'Égypte a tenté. Malheureusement, Gamal Abdel Nasser, il s'est laissé berner par les Israéliens. Ça veut dire qu'il est tombé en 67, il est tombé dans un piège où il a pensé pouvoir bloquer le détroit de Tiran, c'est-à-dire à l'entrée de la mer Rouge. Il a pensé bloquer l'arrivée des navires vers le sud d'Israël. Bon. Et pour Israël, qui considérait que c'était un casus belli, c'est-à-dire voilà, où on l'ouvre, où c'est la guerre. Sauf qu'Israël avait préparé cette guerre depuis des années. Et Israël attendait le moment favorable pour attaquer. Donc Nasser lui a donné le prétexte. Rappelez-vous, De Gaulle a tenté, il a dit, il n'est pas question, il ne faut pas qu'il y ait la guerre de part et d'autre. Celui qui attaquera le premier sera considéré comme l'agresseur. Parce qu'on peut arriver à une solution diplomatique. Mais seulement les Israéliens n'ont pas attendu la solution diplomatique parce qu'ils savaient très bien, ils avaient très bien calculé leurs coûts. Leur service d'espionnage avait réussi à, à détecter l'emplacement de tous les avions égyptiens dans les hangars, etc. En quelques heures, ils avaient détruit l'aviation égyptienne. Et le reste n'a été presque un jeu d'enfant. Donc en fait, l'Égypte, après Nasser, elle a tenté en 1973 la guerre de Kippour avec la Syrie. Bon, ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas réussi à renverser ils ont eu quelques succès, mais ils n'ont pas réussi à retourner la situation réellement. Bon. Est-ce qu'ils pouvaient retourner la situation totalement? J'en doute, parce que tout le monde savait à l'époque déjà qu'Israël avait la bombe atomique. Donc, vaincre Israël militairement, c'était impossible. Enfin, en tout cas, de manière cette bombe atomique. à éradiquer, pardon? Elle vient d'où cette bombe atomique? De la France. D'accord.
C'est la France qui a aidé le gouvernement socialiste français dans les années 54, 56, 58. Le gouvernement de Guy Mollet a aidé la France à obtenir la bombe atomique. La France a aidé l'État d'Israël à obtenir la bombe nucléaire. Voilà. Et donc, Kennedy était contre la bombe atomique israélienne. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont conduit à son assassinat. Kennedy était fermement décidé à interdire ou à faire disparaître la bombe atomique israélienne. Donc les pays arabes ont tenté. C'est pas mais ils n'ont pas réussi. Voilà, ils ont été battus militairement, à plat de couture. Et donc, l'Égypte a cherché une solution, sous la pression de l'Amérique, sous la pression des pays arabes, du Golfe, etc., sous la pression du gouvernement de Sadat, qui avait pris le pouvoir après Nasser, dit bon, on va chercher une solution pacifique. Eh bien, cette solution pacifique, c'est quoi? Pour l'Égypte, c'était une solution, une paix séparée. Il faut savoir une chose, la Ligue arabe a exclu l'Égypte pour avoir signé une paix séparée. Les pays arabes n'ont pas avalé l'histoire d'Israël comme ça facilement. L'Égypte a été exclue de la Ligue arabe pour avoir signé une paix séparée. Et donc, finalement, petit à petit, les Palestiniens ont été abandonnés à leur sort. Et puis sont venus les accords d'Oslo qui ont précipité leur chute ou leur écrasement. Si vous voulez qu'on en parle des accords d'Oslo. Allons-y. La première intifada avait mis Israël dans une situation très difficile. Et qu'est-ce qu'on appelle intifada, justement? Intifada, c'est une révolte, la révolte des pierres. Voilà. C'est-à-dire, c'était une révolte. Les Palestiniens de Cisjordanie n'avaient pas d'armes, n'avaient pas de fusils, n'avaient pas de mitraillettes. Ils avaient des pierres. Ils lançaient des pierres. Bon. Et la puissance israélienne, avec leurs tanks et les hélicoptères, etc., ils ont tenté d'écraser cette révolte. Ils n'y arrivaient pas. C'était une révolte quotidienne. Ils ont tout tenté, ils n'y arrivaient pas. Et l'image, ça a duré, 3 ans à peu près. Bon. Et l'image d'Israël en prenait un coup terrible. C'est-à-dire, cette armée de conquête, cette armée coloniale. Vous savez, à l'époque, Rabin, il disait aux soldats, il faut briser les os des gamins. Je ne sais pas si vous rappelez, enfin, en tout cas, il y a eu des vidéos, des soldats prenaient des grosses pierres et brisaient les os des gamins. Des enfants palestiniens. Voilà. Donc, c'était ça, c'est-à-dire l'enfant avec une pierre contre un tank et un hélicoptère. Et ça a duré des années, 3-4 ans. Donc, c'était vraiment une révolte qui aurait dû signer, la fin de la légitimité d'Israël, la fin de cette... vous savez, Israël passait dans les années 70, pour les anciens comme moi, il faut vous dire ce que c'était Israël dans les années 60 et 70. C'était le rêve, du socialisme, de l'humanisme. Il y avait des dizaines de milliers d'Européens qui allaient passer 1 mois, 3 mois, 6 mois dans un kibbutz pour s'imprégner de l'idéal socialiste, sioniste, de paix, de fraternité, etc. C'était ça l'image d'Israël. D'accord. C'était le jeune pays qui s'est créé de toutes pièces, avec des riens, etc. Et là, tout l'édifice s'effondrait. C'était hallucinant. Il montrait une nouvelle image, quoi. Et Rabin a trouvé la solution avec la complicité de Yasser Arafat. C'est-à-dire, et c'est ça le drame. Rabin a proposé à Arafat, venez, on va négocier. Et Arafat, en 91-92, était dans une situation, il n'était plus rien, Arafat. Alors que dans les années 70, il se pavanait à l'Assemblée générale de l'ONU avec une branche d'olivier et un pistolet en disant soit la paix, soit le revolver, soit la lutte armée.
il était reçu par les chefs d'État et tout. Il n'était plus rien dans les années 80. Il a quitté le Liban en 82, après l'invasion israélienne. La France lui a sauvé la mise. Il est allé se réfugier en Tunisie. Il n'était plus rien. Et là, Rabin va le chercher et lui dit « Viens, on va négocier ». Et l'erreur tragique de Yasser Arafat à l'époque, c'est d'avoir cru que les sionistes allaient lui offrir un État. C'est tragique. Pourquoi? Parce que les sionistes, Yitzhak Rabin, qu'on dit un homme de paix, alors que c'est un cynique monumental, il lui a dit on va aller par étapes. Voilà, on va te donner Gaza et Jéricho. Arafat a donné 60% de la Cisjordanie à Israël, ce qu'on appelle la zone C, souveraineté israélienne. Il n'y a eu aucun accord sur Jérusalem, sur les réfugiés, sur les frontières, sur les colonies. Rien, ni en discussion, ni rien de signé. Tu t'es fait balader à la signature. Attends 1 an ou 2, et après, va-t'en. Laisse tomber. Pourquoi? Parce que les accords d'Oslo ont donné une légitimité extraordinaire à Israël. Parce que tout le monde a dit, oh là là, Israël va négocier avec les Palestiniens. Vous savez, par exemple, à l'époque, la Chine et l'Inde n'avaient pas de relations diplomatiques avec Israël. Ils ont rétabli les relations diplomatiques à cause des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont déroulé le tapis rouge pour Israël sur le plan international. Parce que tout le monde a dit comment Israël va reconnaître les Palestiniens. Et donc aujourd'hui, par exemple, la Chine et l'Inde sont les meilleurs clients de l'industrie militaire israélienne. Or, les Palestiniens, au lieu de se dire « bon, on arrête les frais », mais ils ont continué, les accords d'Oslo. Ça fait 27 ans qu'ils continuent. Seulement en 27 ans, le nombre des colons en Cisjordanie a été multiplié par 400%. C'est aussi cette question que je voulais te poser. Oui. N'y a-t-il toujours pas eu finalement une complicité entre l'autorité palestinienne et les dirigeants d'Israël? Non, c'est pas... Vous savez, un jour, dans une interview que j'ai donnée à un journal américain, American Herald Tribune, j'ai donné cette image. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait de gaieté de cœur, les Palestiniens. Enfin, je veux dire, ils collaborent. Le peuple, mais du coup, est-ce que les dirigeants, il n'y avait pas quand même, il n'y a pas eu des rapports avec l'État d'Israël, voilà, C'est-à-dire, ils les ont achetés. Voilà. C'est-à-dire, voilà, l'humain est ainsi fait. Voilà. Israël a laissé se créer une autorité palestinienne composée de quelques milliers de personnes qui sont gavées de fric, gavées. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, il y a des gens qui touchent 5 000, 10 000 dollars par mois, 15 000 dollars par mois. Ils ont des avantages extraordinaires. Pas de problème de checkpoint, voilà. J'imagine, de barrage. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'étranger étudier, ils reviennent, il n'y a pas de problème, etc. Imaginez qu'il y a plus de 100 ambassades, plus de 100 ambassades palestiniennes à l'étranger. À quoi ils servent? Imaginez ce que c'est. Moi, j'ai rencontré des employés d'ambassade à Rabat. C'est pathétique. Ils font semblant de croire qu'ils représentent un pays indépendant. Mais ils ne représentent rien, que dalle. Mais ils jouent le jeu parce qu'ils touchent du fric, ils ont une très bonne situation et ils croient pouvoir un jour avoir leur État. Mais c'est complètement ahurissant. Donc en fait, les Palestiniens, quand je dis les Palestiniens, je parle des dirigeants palestiniens. Bien sûr. Ce sont eux-mêmes qui maintiennent cet état de fait. Parce que, figurez-vous, en 2006, Arafat est mort en 2004. En 2006, l'Europe s'est dit, bon, on a un président, Mahmoud Abbas, qui est aussi complaisant que Yasser Arafat. C'est un bon gars, un bon toutou. Voilà, qu'on peut caresser dans le sens du poil. Et on lui dit, bon, on va lui donner une légitimité. D'accord? Bon. Donc l'Europe, vous savez, moi je dis toujours aux Arabes, méfiez-vous des Européens et de leurs principes. Ce sont
non, j'allais dire une grossièreté, mais je préfère pas. Ce sont des fils d'eux. Quand l'Europe vient voir les pays sous-développés, entre guillemets, le Maroc, le Maghreb, les pays arabes, il leur dit les élections, c'est bien, l'état de droit, c'est bien. Mais c'est de la foutaise, ils se foutent de leur gueule. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Parce que l'Europe, elle veut les élections libres et démocratiques. Si ces pays élisent le bon candidat qui leur convient. Qui leur sera favorable. Ben oui, s'ils élisent un Morsi en Égypte, c'est pas bien ça. Les élections ne valent rien. Les élections ne valent que si le résultat convient aux Européens. Donc ils organisent des élections. Qui gagne? Le Hamas. Manque de peau, c'est le Hamas. Parce que le peuple palestinien ne veut pas d'autorité palestinienne. Alors voilà, le Hamas, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Je termine d'abord ça. Je t'en prie. Les Européens ont dit « Ah non, non, on ne peut pas ». Donc tout le système, soi-disant, d'élections démocratiques, etc., tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'Israël leur a dit « Pas question de négocier avec le Hamas ». Pourquoi? Parce que tout simplement, le Hamas n'est pas prêt à se soumettre comme l'a été l'OLP de Yasser Arafat. Le Hamas, il veut la paix. Carter, l'ancien président, il connaît très bien le Hamas. Un ancien président des États-Unis quand même, Jimmy Carter. Il leur a dit, le Hamas veut la paix, mais une vraie paix, c'est-à-dire un vrai État. Pas cette autorité palestinienne qui fait le jeu de l'occupant. Donc le Hamas, il a été, vous savez, le Hamas est arrivé à Gaza. Qui lui a permis de venir à Gaza? Ariel Sharon. Enfin, je veux dire, le plus dur des durs. Il y avait une acceptation. Pourquoi? Vous savez, parce que au Maroc, par exemple, les religieux, ils sont utilisés par le pouvoir. En l'occurrence, Sharon s'était dit, si j'amène le Hamas, il va affaiblir l'autorité palestinienne qui est nationaliste, laïque. Il y a beaucoup de dirigeants chrétiens qui étaient à l'époque, qui dirigeaient des mouvements d'opposition et de révolte. Georges Habash, Hawatmeh, des chrétiens. Donc, lui, il s'est dit, si j'introduis le Hamas, ils vont affaiblir les nationalistes. Les gens vont s'occuper de religion. Et sur le plan interne, c'est la même chose. Le roi Hassan II, pour affaiblir les communistes, les socialistes, les syndicalistes, il a introduit l'enseignement de la religion. Donc, en fait, le Hamas, il a servi aux dirigeants sionistes pour affaiblir le nationalisme. Bon, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, c'était une tentative. Donc le Hamas a gagné les élections. Pourquoi il a gagné les élections en 2006? C'est pas parce que les Palestiniens voulaient un mouvement religieux. C'est juste parce que... Pourquoi dans les pays arabes, on vote pour les partis religieux? Partout, là où il y a un scrutin libre et démocratique, on vote pour les religieux. Pourquoi? C'est pas que les gens, les Marocains, les Algériens, les Palestiniens, les Égyptiens veulent vivre sous la férule religieuse, mais parce que tous les autres partis ont fait faillite. Ils ont failli. En Palestine, l'autorité palestinienne nationaliste, laïque, a failli. Et donc, ils se sont dit, on va essayer le Hamas. Mais l'Europe a dit, il n'est pas question d'accepter le Hamas. Donc, et l'autorité palestinienne continue à faire semblant. Pourquoi? Parce qu'ils sont gavés de centaines de millions de dollars chaque année. L'Europe donne des centaines de millions pour entretenir cette illusion qu'un jour, il y aura en Cisjordanie un État palestinien. Et on arrive à l'annexion, si vous voulez. Allez-y. C'est comme ça finalement que ce conflit s'entretient au fil du temps. C'est un peu comme ça que ce conflit Non, il s'entretient, c'est-à-dire... Non, Israël a un objectif. Voilà. Quel est l'objectif des Israéliens? L'objectif des Israéliens, un jour j'ai dit la chose suivante. Il faut que les Arabes comprennent, il faut qu'ils se mettent ça en tête, que les Palestiniens. Les sionistes ont établi une règle.
Quelle est cette règle? Entre le Jourdain et la Méditerranée, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme. La rive du Jourdain. Et la rive du Jourdain. C'est-à-dire, dans ce territoire qui s'appelait la Palestine et qui aujourd'hui est Israël, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme. Il ne peut pas y en avoir deux. Voilà. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir Israël et Palestine. C'est impossible. Deux entités, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et si les Palestiniens croient que c'est possible, soit ils sont bêtes, soit ils sont achetés, soit ils sont lâches, soit ils sont minables, soit ils sont crétins. Ils sont tout sauf intelligents et nationalistes et fiers de l'être. Voilà. C'est malheureux à dire, mais ils creusent leur propre tombe. Ça veut dire, ça fait 27 ans qu'ils voient. Je vous ai dit, le nombre des colons a été multiplié par 400%. Les sionistes grignotent le territoire palestinien. Ils chassent vous savez, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont écœurés, des universitaires, des avocats, des ingénieurs, des médecins. On leur rend la vie impossible, jusqu'à ce qu'ils partent. Donc, c'est le travail de sape du sionisme contre les Palestiniens. Et les Palestiniens font semblant de croire qu'un jour, ils auront un État. Mais c'est complètement... Enfin, je ne sais pas, même un gamin de 4 ans, si on lui explique la situation, il comprendrait qu'ils n'auront jamais un État palestinien sur le territoire qu'ils convoitent. Voilà. Comment tu expliques aussi, pour faire la comparaison, qu'on s'indigne, par exemple, de la Russie pour par rapport à la Crimée, on s'en indigne, et pour les territoires palestiniens, pas du tout. Ah, bon, ben, ça, c'est comme un peu l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu des indignations, mais là, pour ce conflit-là, j'ai l'impression que effectivement, les Palestiniens sont laissés à l'abandon. Il y a plusieurs raisons. Sur le plan émotionnel, en tout cas. Il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, Israël est devenu un État incontournable dans le jeu mondial. Incontournable. C'est un acteur majeur de la communauté internationale. Alors, quels sont justement les soutiens, tout le monde, les soutiens à Israël, les gros soutiens? Tout le monde soutient Israël. C'est-à-dire, aucun État n'ose s'opposer à lui, véritablement. Voilà. Donc, mettons les choses simplement. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, même la Russie, par exemple. La Russie, vous savez, par exemple, le monde, la communauté internationale dans son entier soutient la solution à laquelle on devrait arriver. Ça veut dire le plan Trump. Trump n'a fait que mettre concrètement, donner un cadre juridique à la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est quoi? Il y a 800 000 colons en Cisjordanie qui ne partiront jamais. Donc les Palestiniens, tout ce qu'on peut leur donner, c'est un Bantoustan. Un Bantoustan, vous savez ce que c'est un Bantoustan? Les Bantoustans, c'est quoi? Historiquement parlant, l'Afrique du Sud, elle s'est dit, ok, on a des Noirs, eh ben on va les mettre dans des réserves. D'accord? Qu'on appellera des Bantoustans. Et ils auront leur indépendance. Et comme ça, nous, on garde l'Afrique du Sud blanche. Et il n'y aura plus d'apartheid. D'accord? Voilà. Israélien, c'est exactement le plan qu'il destine aux Palestiniens. Ça veut dire qu'il y aura trois petits territoires comme ça, d'accord? Ramallah, Naplouj, Jenin. Voilà. Séparés, contrôlés par les Israéliens. La vallée du Jourdain sera sous contrôle israélien. Et on appellera ça Palestine. Il n'y a pas de problème. Israël aura de la main-d'œuvre docile. Qui construit les colonies? Ces dizaines de milliers d'appartements qui se montent. Oui, d'où vient cet argent? Cet argent vient, vous savez, Israël reçoit 4 milliards de dollars par an de subventions des États-Unis. Est-ce que vous imaginez, c'est comme si la France recevait 40 milliards cash chaque année. Et non seulement ça, Israël reçoit des milliards des Juifs de l'étranger, etc. Vous vous baladez, c'est très drôle. Enfin, c'est un pays qui vit de la charité.
international. Mais il sait utiliser l'argent. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ok. Vous rentrez dans une université israélienne, d'accord? Par exemple, la cafétéria de l'université de Jérusalem a été offerte par Frank Sinatra. C'est écrit, don de Frank Sinatra. Ça, je le sais. Maintenant, tous les amphis, ils sont payés par X, Y, Z. Les ambulances, vous voyez une ambulance en Israël, et le don de Monsieur et Madame David Steinberg de New York. Les donateurs. Des donateurs. C'est un pays qui vit de donations. Voilà d'où vient l'argent. Mais quelles sont les richesses sur le... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc économiquement parlant, c'est... Économiquement, si tu veux, Israël, bon, il vient de découvrir du gaz en Méditerranée. Donc il va devenir une puissance gazière. Mais auparavant, c'est une industrie militaire. Israël est probablement peut-être le 5e ou 6e exportateur d'armes dans le monde. C'est dire la puissance de ce pays. En matière de sécurité, c'est un des meilleurs sur le plan sécurité, informatique, surveillance. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des aéroports, enfin, dans le monde, c'est la technologie israélienne. Donc, c'est pour ça que je dis Israël est devenu un acteur majeur de la communauté internationale. Et la Chine, l'Inde, la Russie, l'Europe, non, rien n'affiche des Palestiniens. Les Palestiniens deviennent des empêcheurs de commercer en rond. Donc on leur dit aux Palestiniens, écoutez, acceptez ce petit État de Bantoustan et on n'en parle plus. Même les pays arabes leur disent d'accepter ce Bantoustan. Mais les Israéliens attendent que les Bantoustans soient pris à la gorge, soient étouffés pour signer. Voilà. On en arrive là aujourd'hui. C'est ça, parce que du coup, on voit beaucoup de pays qui justement préconisent la paix entre ces deux États, qui prônent la paix, qui préconisent justement que deux États puissent vivre ensemble. Mais on a l'impression finalement que ça traîne en longueur. Est-ce que c'est pas finalement pour se dédouaner un petit peu, de dire voilà, nous on est aussi pour la paix? Non, mais c'est pour se dédouaner. C'est l'histoire des deux États. C'est de l'arnaque. Régis Debray, par exemple, un jour, il écrit ça dans son livre. Il avait dit au ministre des Affaires étrangères français, il lui a dit « Monsieur le ministre, cette histoire de deux États, ça ne tient pas debout. » Et le ministre français lui a dit « Écoutez, on le sait, mais il faut faire semblant. » Le drame, moi, ce que je reproche à l'autorité palestinienne, c'est de croire. Enfin, comment on peut être aussi stupide de continuer? Moi, tout ce que je leur demande, c'est de lâcher, de dire « Prenez tout aux Israéliens, prenez tout. Et nous allons nous battre un homme, une voix. » Et là, ça c'est la panique. Ça sera la panique en Israël et dans toutes les chancelleries du monde. Voilà. Malheureusement, les dirigeants palestiniens n'ont pas ou la force, ou le courage, ou peut-être ils ont peur qu'on dévoile certaines pratiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont une arme extraordinaire entre leurs mains qu'ils n'utilisent pas. Voilà. Et oui. Ils ont aussi le soutien de nombreux juifs israéliens. Il y a de nombreux juifs en Israël. Il y a de nombreux juifs en Israël qui manifestent, justement. Très peu. De moins en moins. On en voit quand même des manifestations aussi. Non, de moins en moins. Vous savez, en Israël... C'est mal perçu par le pouvoir israélien? Ah non, mais en Israël, aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai posté la vidéo d'un type, un journaliste, un journaliste israélien, juste de gauche, d'accord? Il a failli être lynché, enfin pas lynché peut-être, mais enfin, secoué par des extrémistes de droite. Il a été sauvé par la police israélienne. Aujourd'hui, en Israël, c'est très très difficile. Il y a même des religieux, des juifs orthodoxes qui sont contre justement. Oui, mais très peu. C'est de moins en moins. De moins en moins. Voilà. Il ne faut pas compter sur eux. C'est peanut. C'est rien du tout. La société israélienne devient de plus en plus droitière, fascisante, religieuse, messianiste, extrémiste, mystique. Il n'y a rien à attendre de la société israélienne. Voilà. L'idéologie sioniste se rapproche de l'extrême droite, quoi. C'est tout à fait. une politique très dure, très droitière, comme tu viens de le dire. Tout à fait.
Mais imaginez que, enfin c'est presque amusant. Pourquoi l'annexion pourrait ne pas se faire? Qui c'est qui s'oppose à cette annexion de 30% de la Cisjordanie? Vous savez qui? La majorité des colons qui sont en Cisjordanie. Pourquoi? Parce que ce plan qui leur donne une bonne partie de la Cisjordanie, la vallée du Jourdain, elle prévoit la création d'un État palestinien. Et ça, ils ne peuvent pas supporter. Même un État croupion, même un Bantoustan, mais qui aurait son drapeau qui s'appellerait Palestine, ils ne peuvent pas supporter. Voilà. Je voudrais revenir aussi sur, on en a parlé tout à l'heure, oui. C'est assez important pour bien comprendre le système militaire, sécuritaire israélien. Le Mossad, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Alors, imaginez une chose, c'est la force des sionistes, quand ils sont arrivés en Israël, c'est quoi? En Palestine. C'était un mouvement, comme j'ai dit, structuré, à la manière, moi je dis, imaginez une armée rouge, une petite armée rouge, qui serait sioniste. C'est-à-dire avec cette détermination, cette volonté de faire, etc. Et donc, ils ont créé un service de renseignement. Et ils étaient capables, là, il faut le reconnaître, c'est-à-dire c'était des gens qui, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ceux qui pensent qu'on a déversé des milliards, c'est pas vrai. Ça a été un pays très pauvre au départ, avec très peu de moyens, beaucoup de chômage dans les années 50, etc. Il y avait même une blague qui circulait en Israël, il disait que ce pays-là, vous savez, les gens étaient empêchés de quitter le pays. Les Marocains, par exemple, quand ils arrivaient, il y a beaucoup qui voulaient retourner au Maroc. Et on leur disait, ah mais vous pouvez retourner, hein, mais vous allez nous rembourser tout ce qu'on a dépensé pour vous. Ils voulaient repartir parce qu'ils étaient déçus? Oui, ah, mais ils étaient traités comme des chiens là-bas. Justement, il y a aussi cette question-là que je voulais te poser. On va revenir sur le Mossad, mais c'est important aussi. Il y a, dans l'État d'Israël, il y a aussi un conflit interne entre juifs ashkénazes, juifs séfarades. Les juifs séfarades sont un petit peu mis en périphérie de la ville, enfin en banlieue. C'est un pays que s'il n'y avait pas la guerre, c'est simple, les gens se tueraient. Ils se détestent, il y a une détestation entre les Israéliens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est quoi ça s'est entretenu? Non, parce que ce sont des juxtapositions de communautés. Il y a les Européens, c'est-à-dire la classe enfin les anciens, ceux qui sont venus d'Allemagne, des Russies. Eux, ils constituent un peu la haute classe, la noblesse du système sioniste. Quand ils ont vu arriver les Marocains, ils se sont dit c'est pas possible, on ne va pas intégrer ces Arabes. Pour eux, c'était des Arabes, c'était l'horreur. Donc ils les ont traités comme des Arabes. Et puis après sont venus les Noirs d'Afrique, et puis les Russes, et puis entre les religieux et les laïcs. Moi j'ai des membres de ma famille, ils sont ou religieux ou laïcs, mais ils se rencontrent quasiment jamais. C'est de la même famille. Ce sont des gens il y a une haine incroyable au sein de la société israélienne. C'est une société faite de violence contenue, de haine. S'il n'y avait pas la guerre, les gens se tueraient. Donc la guerre a cette fonction de pouvoir mettre les gens ensemble. Mais ce sont des communautés qui vivent juxtaposées, l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas... on a toujours les orientaux, les roumains, les ashkénazes, les religieux, et même chez les religieux, il y a 4 ou 5 tendances, etc. Finalement, si le conflit israélien-palestinien n'existait pas... Ah mais d'abord c'est une société, vous savez, il y a, on entretient, c'est une société excessivement nationaliste. Et où il y a, comment dire, on développe énormément de pression sur les jeunes, sur les gens. C'est-à-dire qu'on a un pays, il ne faut pas trahir. Par exemple, vous donner une idée,
quand quelqu'un émigre vers Israël, on dit qu'il monte en Israël. Mais quand il quitte, il dit il descend. C'est péjoratif, c'est-à-dire on le regarde comme s'il quittait, comme s'il trahissait. Comme un traître. Un traître. De tout temps, on a maintenu cette idée que si on quitte Israël, si on critique Israël, c'est pour ça qu'il y a énormément, c'est très difficile de critiquer Israël de l'intérieur. Parce que de l'extérieur aussi. Pardon ? De l'extérieur aussi, on voit bien avec on se met en dehors du système. Il y a la jonction aujourd'hui qui est faite entre l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est très compliqué. Donc c'est très difficile. Et donc on entretient toujours cet élément nationaliste de l'héroïsme. On meurt pour cet État, et quand on a un mort, quand quelqu'un meurt, on appelle les parents qui font un discours, qui disent « Oui, personne ne nous chassera de ces terres, nous avons sacrifié notre fils, mais il n'est pas mort pour rien, nous le vengerons, nous construirons. » Le pays, il est fait comme ça. C'est pas un pays qui vit. Moi, quand je suis allé en Israël, les premières fois, je me dis, c'est un pays de fous. Moi, je peux pas vivre ici. C'est un pays où vraiment on entretient le nationalisme à outrance. Donc, c'est un pays sur le pied de guerre constamment. Et donc, c'est grâce au conflit extérieur, à la menace, entre guillemets, extérieure, que ce pays tient. Mais il y a énormément de gens qui s'en vont d'Israël. Par exemple, vous savez, récemment, il y a quelques années, l'Allemagne et la Pologne, pour se faire pardonner la Shoah, l'Holocauste, on dit tous ceux qui ont eu des parents ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents allemands ou polonais, on leur donne on leur donne un passeport allemand. Ou on leur donne un passeport polonais. Sur une population de 6,5 millions de juifs, il y a presque 50 ou 60 000 Israéliens qui ont pris ce passeport, au cas où. Et il y a des milliers, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000 Israéliens qui vivent à Berlin. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'avais posé la question sur les critiques. Aujourd'hui, il y a énormément, d'ailleurs j'allais faire une vidéo là-dessus, il y a énormément de militants, de vrais, des grands militants de Shalom Akshav, briser le silence, etc., qui partent d'Israël. Ils n'en peuvent plus. C'est un pays qui est devenu invivable. Et je vais vous dire un truc. Le vice-chef d'état-major, un chef d'état-major en Israël, il a une aura. C'est le type qui a la plus grande autorité, la plus grande aura. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, ça a toujours été avant. Parce que le prestige de l'uniforme, le chef de Tzahal, le vice-chef d'état-major, il a déclaré il y a 3 ans, Yair Golani, je crois qu'il s'appelle, mais en tout cas, je dois vérifier. Il a dit que ce qui se passe en Israël en ce moment lui rappelle, attention à ce que je dis, lui rappelle le début des années 30 en Allemagne. D'accord ? Bon. Évidemment, il a dû démissionner. Il n'a jamais été nommé chef d'état-major. Mais vous imaginez pour qu'un chef d'état-major adjoint dise ça. Il y a vraiment une fascisation des esprits, une montée de la haine. Les gens se... On peut comparer le sionisme au nazisme ? Par certains côtés, oui. D'ailleurs, vous savez que Pierre Hillard en parle très bien. Il y a une vidéo de Pierre Hillard que je vous conseille, où il compare les sionistes et les nazis se sont très bien entendus jusqu'en 1939, en Allemagne. En Allemagne, le mouvement du Bétar, l'extrême droite israélienne, défilait en uniforme en Allemagne jusqu'en 1938. J'ai vu des photos. Donc, la pureté de la race, ça c'est un fait qui unit les sionistes et les nazis. La pureté de la race. Le mythe de la force, de l'héroïsme. La fin justifie les moyens. Je veux dire, pour un Israélien, l'ennemi arabe,
enfin, j'allais dire une grossièreté, mais comment dire, c'est pas des êtres humains, les Arabes, pour eux. Et c'est ça, moi, que je reproche aux Arabes, de croire qu'on peut s'entendre, trouver un terrain d'entente avec les sionistes. C'est impossible. Ils considèrent les Arabes comme des cafards, comme des serpents venimeux. Et vous savez qui l'a dit, qui le disait régulièrement? Le chef spirituel, le grand rabbin Ovadia Yosef, dans ses cours transmis en circuit fermé par télévision, dans toutes les communautés dans le monde. Il le disait, allez sur Courrier International, tapez rabbin. C'est officiel. Non, c'est plus qu'officiel. Allez sur Google, Ovadia Yosef, Courrier International. Voilà. Voilà, pour les gens qui nous suivent, si vous voulez faire vos recherches. Je vous dis, c'est le sionisme, il a un mépris, c'est-à-dire il est capable de tout vis-à-vis des Arabes. C'est même pas, c'est pas des humains pour eux, d'accord? Voilà. Tout ce qu'ils peuvent leur faire, c'est, je vais vous raconter une anecdote, si on a une minute. On l'a. Vous savez, Norman Finkelstein a comparé, c'est très intéressant, il a comparé l'idéologie des Américains pendant la conquête de l'Ouest à l'idéologie sioniste pendant la conquête en Palestine. C'est un peu les mêmes, l'usage de la force, etc., le mépris et tout. Bon. Je vous renvoie à son livre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a écrit ça dans un livre, Norman Finkelstein. Je vais vous dire à quel point les sionistes sont imbus de cette supériorité qui leur est due, même s'ils ne sont pas religieux, mais qui leur est donnée par l'Éternel, qui leur a donné cet état. J'ai vu un documentaire israélien, il y a quelques années, un documentaire israélien, pas de propagande. Hein. Vous savez, il y a une très grande liberté de presse en Israël aussi, il faut le dire. Voilà. Et il y avait en Israël, il y a un service militaire de 3 ans, de tous les jeunes, 18 ans, hommes, obligatoire. garçons et filles, obligatoire. Et il n'y a pas moyen d'échapper, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait des études, etc. Et chaque adulte, homme, fait 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines par an. D'accord? Bien. Et donc on interroge un type qui avait à peu près 40 ans et qui travaillait genre psychologue dans un hôpital israélien. Et ce psychologue, il a dit, j'ai vécu une expérience terrible. Et le journaliste lui demande, ah oui, c'est quoi? Il dit, voilà, on patrouillait en Cisjordanie, il y avait une maison, à 2h du matin, on a frappé comme ça. Bon, les pauvres, les malheureux Palestiniens, à 2h du matin, c'est normal pour eux. Hein. Je veux dire, il n'y a rien, c'est calme et tout. Et il tardait à ouvrir. Bon, alors on a jeté une grenade assourdissante. D'accord? Et une fille palestinienne de 4-5 ans est morte. Bon. Et l'Israélien, il dit, ça m'a quand même touché. Ça m'a quand même touché. Et le journaliste lui dit, et donc, est-ce que vous êtes allé vous excuser? Parce que bon... Et là, l'Israélien, je rappelle, hein, c'est quand même quelqu'un qui est psychologue, 40 ans, qui a l'air tout à fait correct, pas voyou. Et là, le type, il réfléchit pendant 1 minute. Et puis il dit, ah mais c'est pas à moi de m'excuser. Ah bon? C'est à eux, c'est à cette famille de Palestiniens de s'excuser. Et pourquoi? Mais ils m'ont mis dans la situation de tuer leur fille. Franchement, c'est un peuple qui sort de l'ordinaire. Moi, je ne sais pas. Un jour, on analysera ça. Enfin, c'est spécial, voilà. On aura d'ailleurs l'occasion certainement de se revoir. Allons-y. Parce que c'est un sujet tellement complexe et qu'il faudra certainement un 2e épisode à notre entrevue.
Moi, maintenant, ce que j'aimerais revenir sur la question du Mossad, quand je t'ai demandé Oui. qui c'était, ce qu'il faisait, Comment ça s'organise. Excuse-moi, c'est pas pour. Ça fait un moment qu'on parle. Est-ce que le Mossad et les Sayanim, on ne devrait pas le garder pour une autre fois? Mon avis. Peut-être. Parce que c'est un sujet. Non, parce que, enfin, c'est pas que je commence un petit peu à avoir mal à la gorge et je crains de ne pas pouvoir, comment dire, aller au fond du sujet. Parce que c'est un sujet complexe, long, qui demande beaucoup de temps. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, mais je peux finir sur l'annexion, par exemple. Enfin, je ne sais pas s'il y a un sujet sur l'année. On peut laisser le Mossad et les Sayanim, etc. Pour la prochaine fois. Oui, pour la parce prochaine que fois, d'accord. là, c'est vraiment... C'est pas... Voilà, bon. Et même pour les gens qui écoutent, une vidéo ne devrait pas faire... Quand elle fait plus d'1 heure, quand même, ça devient un peu... Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà, après tout, c'est... Il n'y a pas de souci, au contraire, c'est Voilà. peut-être mieux effectivement Non, moi, je de commence se revoir un peu, pour en parce que, discuter voilà. plus Bien sûr, sérieusement. bien sûr. On peut pas C'est un prendre ça à la sujet légère. complexe. Donc voilà, quand on rentre au fond des choses, on a à peine réussi, enfin, on a à peine abordé certains aspects, voilà. C'est une histoire de... Ça Voilà. fait 70 ans, hein, donc Voilà. il y en a, il y a des choses à dire. Bon, mais j'espère qu'on a donné quelques éléments d'éclaircissement et de réflexion, et on dira que la suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro, bon, ok. Alors on va se laisser comme ça. Je suis désolé, hein, j'ai pas accès aux commentaires encore ce soir. J'ai rien pu voir des commentaires. Je sais pas si vous étiez nombreux à commenter. En tout cas, si vous avez pu suivre, partager déjà ce premier épisode avec Jacob Cohen, cet entretien. Et je vous dis à très bientôt sur le Le micro prochain, papillon. ça sera sur les Sayanim. Le prochain, ça sera sur les Sayanim. Tu es auteur d'ailleurs d'un livre, Le printemps des Sayanim. Voilà, très bien. On en reparlera donc au prochain épisode où on pourra revenir d'ailleurs sur Bien le sûr. Mossad pour bien comprendre un petit peu le plan sécuritaire et militaire israélien. Jacob, bonsoir. Bonsoir, merci. À tous nos À la auditeurs prochaine. ce soir. À très bientôt sur le Oui. micro papillon.